L'historique ici pour la pêche, moi c'était surtout à Menton, hein, de Roquebrune à la frontière, là, ils pratiquaient. Il y avait, quand ils ont commencé, si tu veux, de l'époque de mon père, par exemple ici, il y avait l'eau qui arrivait sous les voûtes, tout ça. Les voûtes, en fait, il y avait les premières voûtes, l'eau arrivait ici, il n'y avait pas ça. La première digue là-bas, elle y était, mais tout ça n'était pas construit. Et en fait, tout ça, c'était les pêcheurs travaillaient déjà ici, quoi. Ils pêchaient tous les petits poissons de la soupe, la roche, parce que c'était des rochers, de la posidonie. Et puis il y avait beaucoup plus de fond. C'était moins envasé. Mais il y avait plusieurs mètres de fond ici. Ça, c'était avant les années 60. Et les pêcheurs étaient en face. Tous les pêcheurs, tous les bateaux de pêche étaient en face. Voilà, et puis il n'y avait pas le port de Garavan non plus, les plages étaient moins grandes, donc ils avaient beaucoup de place pour travailler, le poisson était quand même en abondance. Et après dans les années 60, 70, ils ont fait le terre-plein, ils ont construit des plages, ils ont fait un parking, ils ont fait 7 parties du port, le port de Garavan, tout ce qu'il y a aujourd'hui sur la mer, le stade, et ça c'est vrai que ça a enlevé déjà une grande partie des territoires et surtout une grande partie des habitats. Pour les poissons, pour la faune et la flore, c'est-à-dire les habitants entre 0 et 20 mètres de fond, où se pratique la vie en Méditerranée, quoi. Grâce au soleil, la photosynthèse, tout ça, une grande partie a été détruite, donc une grande partie de territoire en moins, et surtout moins de production de poissons en général. Voilà. On sent chaque année que ça réduit, il faut de plus en plus. Alors c'est un cercle vicieux, parce que nous on met plus de matériel pour pouvoir quand même faire la journée. C'est compliqué. Dans les années 60, il devait y avoir, je pense, une vingtaine de bateaux pour peut-être une trentaine de pêcheurs. Aujourd'hui, on est en 2021, on reste 5 pêcheurs pour 4 bateaux. Mais tu vois un peu le déclin dû à la raréfaction du poisson et l'urbanisation de la côte, quoi. Mais l'évolution, elle est moins de poissons, moins de pêcheurs. Voilà. Le littoral situé entre la frontière italienne et Villefranche-sur-Mer, c'est-à-dire le Cap Ferrat en gros, c'est en fait un littoral rocheux, essentiellement rocheux, même si à Menton il y a des plages de galets et de sable. Et ce littoral rocheux se situe devant un plateau continental extrêmement étroit, c'est-à-dire que la pente est très forte et contrairement à ce qu'on voit sur la mer du Nord, l'Atlantique, etc., ça représente donc une surface exiguë. Et après ce plateau continental qui s'étend jusqu'à environ 100-150 mètres de profondeur, il y a le talus continental, c'est-à-dire une pente raide qui descend vers les plus grandes profondeurs, au-delà de 1000 mètres de profondeur, avec par-ci, par-là, mais dans la région, ils ne sont pas très nombreux, des genres de failles qu'on appelle des canyons, en général devant les grands fleuves, comme le Var. Avec l'intérêt touristique de la zone, on a commencé à aménager, équiper ce littoral-là. Au début, des ports d'une taille modeste, et puis de proche en proche, depuis les années 50, 60, 70, 80, on a artificialisé, et en fait on a gagné sur la mer. Si on regarde la surface de ce littoral, dans le temps, depuis 50 ans, on a gagné sur la mer. On pourrait croire que le littoral avance. Alors qu'en fait, ce sont des actions complètement humaines, complètement anthropiques. On a créé des épis, des brise-lames, des digues portuaires, des ports. Donc le bilan, on pourrait dire, ah, ici, il n'y a pas d'érosion. Mais on a gagné artificiellement. Bon, c'est pas sans conséquence. C'est pas sans conséquence, par exemple, sur le milieu marin, sur la biodiversité, parce que quand vous déposez du béton et des blocs de rochers, eh bien en fait, vous étouffez toute la vie qui se trouve en dessous. Les petits fonds, comme je te disais, il y a la posidonie et tout ça.
Il y a aussi par rapport aux petits poissons qui se mettent justement dans ces petits fonds par rapport à la prédation, aux poissons plus gros, tout ça et tout. Alors ils se mettent dans les petits rochers dans peu d'eau, ils se mettent sur les plages dans très peu d'eau. Les migrations l'hiver de poissons, tu vas prendre les mulets, certaines bonites, tout ça et tout, se font toujours sur les petits poissons très près de la côte, ils passent sur les plages. C'est pour ça que nous, quand on cherche certains poissons l'hiver, il y a toujours des filets qui ont le bout du filet sur la plage et le filet fait 100 mètres. Ça suffit largement parce qu'en fait le poisson longe la côte pour éviter le large et les grands bancs de prédateurs. Ça a toujours été. Donc les petits fonds, c'est vraiment un endroit où vraiment il y a un gros intérêt à protéger en Méditerranée. Et malheureusement, bon, il y a l'humain qui avance, on a la montagne, les Alpes-Maritimes derrière, on est enclavé, donc c'est vrai qu'on est de plus en plus, chacun veut un bateau, on fait des ports, on construit. Port de Garavant, on a renforcé le petit port de pêche qu'il y avait avant. Et figurez-vous que je suis intervenu dans les années 70 contre un maire qui s'appelait Palmero qui voulait établir devant les plages de Menton, de la baie ouest, un énorme port de plaisance et même un casino sur la mer. Et avec l'association locale qui s'appelait l'Aspona, nous avons lutté contre ces ouvrages et le port n'a pas été fait heureusement. Et donc grâce à l'action de l'Aspona, il n'y a pas de port de plaisance ni de casino sur la mer dans les plages de Menton. J'ai également fait annuler un port que l'on voulait construire dans le golfe bleu, c'est-à-dire à Roquebrune, Cap-Martin, où également un énorme port de plaisance financé par les Monégasques devait être construit. J'ai reçu l'architecte à l'université et je lui ai montré les photos aériennes qui montraient qu'il y avait des posidonies. Or les posidonies venaient d'être protégées. Il était donc interdit de construire un port sur les posidonies. Il y a également eu des projets de port à Aise, mais ils étaient moins formalisés. Ils voulaient, mais enfin il n'y a pas eu de plan, pas de grandes menaces. Ensuite, on a construit également un port à Beaulieu, comme on le sait, à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Et donc un peu partout, ces ouvrages ont détruit des parties importantes des fonds marins. Et également en Italie maintenant. On en construit un à Ventimiglia, de partout, un père, tout le long. Donc quand vous mettez une digue pour limiter les submersions marines, en fait, d'une manière indirecte et à long terme, vous augmentez l'érosion. Donc souvent, on est dans un paradoxe en termes d'aménagement. On se dit, tiens, je vais mettre des enrochements, des blocs ou du béton, et fixer le rivage, en fait, c'est d'une certaine manière accélérer son recul. Alors derrière certains ouvrages, on a des accumulations de sable. C'est quand même un leurre, parce qu'à long terme, eh bien, en fait, ces accumulations, elles se stabilisent, et ensuite, elles finissent par être grignotées par la mer. Donc on est dans un milieu fragile, et dont on peut se demander, finalement, quel sera l'avenir. Donc c'est un territoire qui suit un récif côtier qui est très accidenté avec de nombreuses petites criques. C'est un territoire qui, au niveau urbanistique, a été très rapidement après la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à la fin des années folles, sujet à une forte urbanisation du littoral. Ce phénomène, il a eu tendance à se réduire et à se stopper dans les années 85-86 avec l'adoption de la loi littorale. Depuis cette période, le développement de l'urbanisme ne se fait plus en bord de mer, mais a plutôt tendance à partir de la mer et à monter vers le sommet des montagnes et à couvrir donc ces espaces paysagers. Donc on a un développement urbain qui s'étale plutôt de la mer vers le sommet de la montagne avec une urbanisation d'une densité moyenne, mais qui colonise petit à petit les espaces sauvages et les espaces résiduels qu'on avait sur la côte. Nous avons eu l'arrivée des rapatriés donc, de l'Afrique du Nord dans les années 60, puisque ça a commencé à cette période-là. Et pour les recevoir, il a bien fallu construire. Donc le BTP a commencé à prendre en charge la construction de ces bâtiments jusqu'à devenir de très grosses sociétés plus ou moins honnêtes, employons le mot. On en est d'ailleurs toujours là aujourd'hui, malheureusement. Et la corruption, hélas, a pris possession de la Côte d'Azur. Ce qui est marquant dans le développement urbanistique sur la côte, c'est qu'on connaît depuis une trentaine d'années une grande stabilité au niveau démographique. Les populations, le nombre d'habitants par ville, par commune évolue très peu.
Dans la commune de Beausoleil, celle où je réside, il a même baissé au début des années 2010, entre 2010-2014. Il commence à remonter un petit peu maintenant. Mais en fonction des années, ça fluctue. Et grosso modo, par rapport à il y a 20 ans, on est sur les mêmes niveaux d'habitants. Je pense pas que je resterai à Menton parce que je trouve que c'est pas une ville cette dynamique. Il y a beaucoup de vieux. C'est soit des vieux, soit des très jeunes. Donc je pense que nous, c'est pas la ville la plus intéressante. Une des autres conséquences pour lesquelles donc, la ville de Beausoleil et majorité des villes sur le bord du littoral ont continué à s'étendre, elle est due en fait aux résidences secondaires, qui sont principalement des résidences secondaires pour des personnes de pays étrangers. Alors beaucoup d'Italiens sur Menton, mais généralement maintenant c'est même de toute l'Europe, d'Europe du Nord, de Russie, d'Allemagne, il y en a un petit peu de partout. Ces résidences secondaires, elles ont un double effet. Le premier effet, c'est qu'elles font monter le prix des logements de façon générale et les rendent peu accessibles aux personnes qui vivent dans le coin, aux travailleurs régionaux. Et dans un deuxième temps, c'est qu'elles poussent à construire, parce que ce besoin de logement secondaire, lui, il n'a pas vraiment de limite. Et il fait le bonheur des promoteurs immobiliers. Je ne me vois pas habiter ici. C'est peut-être si jamais, quand je suis vieille, j'ai envie de rester dans un endroit tranquille, peut-être je reviendrai ici, mais pour trouver un travail ou pour trouver une maison, c'est trop compliqué. Et surtout si on commence en tant que jeune adulte, c'est compliqué de vivre ici. Mes parents, avec l'âge qu'ils ont et le temps qu'ils ont travaillé ici, encore aujourd'hui, ils galèrent et ils doivent faire extrêmement attention. Alors un jeune adulte, il arrive à Menton, c'est fini, il ne peut pas, c'est économiquement parlant. Donc en tant que jeune adulte, moi je ne me verrais pas vivre ici. En revanche, la ville a toujours tendance à gagner du territoire sur les espaces sauvages et à s'étendre petit à petit. Et ça pour deux raisons principales. La première, c'est la spéculation immobilière qui pousse les promoteurs à vouloir toujours construire plus parce que c'est leur fond de métier, que c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Et que dans le coin, c'est quand même une activité qui est assez rentable. Je pense que sur Monaco, il n'y a plus de place pour construire et c'est pour ça qu'ils commencent à construire sur l'eau. Forcément, ça va polluer. Quand je vois le type de projets qui peuvent être menés sur des constructions sur l'eau, je pense que forcément, ça augmentera la pollution, tout ça, et c'est pas non plus la meilleure chose à faire. Au centre de toute cette bande littorale, on a quand même un territoire qui fait un office d'exception, qui est la principauté de Monaco, qui est une ville-État, qui échappe à la législation française et qui a ses propres réglementations, qui a un territoire très petit, très contraint, pour lequel il n'y a pas d'autre choix pour la ville, si elle veut se développer, de devoir construire en bordure de mer. Donc la ville de Monaco fait vraiment exception à ce niveau-là. Elle est construite de la mer jusqu'à la frontière supérieure. Aucun espace sauvage n'a été préservé dans l'ensemble. Et aujourd'hui, même pour continuer son développement, parce qu'il est malheureusement pensé que la ville a besoin de se développer, de continuer à grandir pour prospérer, Monaco fait construire une extension en mer d'une superficie de 6 hectares. C'est sûr qu'après, les prix sont chers. Hein. Après, c'est dû aussi à la raréfaction de place, de l'habitat. Les Alpes se jettent directement dans la mer. Mais après, oui, c'est vrai que sur la mer, c'est la grande plaisance à tout prix. Ça prend beaucoup, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des gens du terroir qui commencent à dire que ça fait beaucoup, quoi. Tout est fait pour eux. Après, je ne peux pas te dire exactement les retombées économiques, qu'est-ce que c'est vraiment, mais bon. Après, quand on détruit des choses, tu peux dire il y a tant de retombées, c'est irréversible, je veux dire. Ça sert à rien de parler de... Dans le court terme, oui, mais après, bon, je vois pas à quoi ça sert. Ça va pas... Sur ce sujet, moi je ne veux pas faire de polémique. Je suis scientifique et je dis qu'une seule chose. À Monaco, ce n'est pas un développement durable. C'est l'exemple à ne pas suivre dans le développement durable. C'est le pire exemple qui existe. C'est-à-dire qu'on a détruit 90% des petits fonds. À jamais, pour toujours.
pour toujours, uniquement pour des constructions. Actuellement, c'est 6 hectares pour des villas de milliardaires. Ça, c'est vraiment horrible. Ils ont fait une campagne publicitaire pour dire que c'est fait dans les règles de l'art au niveau de l'environnement, mais vraiment, c'est de la poudre aux yeux. Hein. C'est pas parce qu'on a protégé 50 nacres qui sont mortes parce qu'elles devaient mourir, et c'est pas parce qu'on a protégé le tombant des spélugues là-bas avec de la vase, il y en a eu, et ça a tout détruit quand même. Donc à Monaco, c'est l'exemple qu'il ne faut pas suivre. C'est une horreur au niveau écologique, une horreur. Bon, maintenant, leur promotion de leur environnement, ça les regarde. Mais ce qu'ils ont fait devant leur paillasson, comme je le dis souvent, c'est absolument horrible. Et c'est un exemple qu'il ne faut pas suivre. Bon, je ne suis pas un scientifique là-dessus, mais j'ai beaucoup... si tu veux, en Méditerranée, je veux dire, ce qui donne de l'oxygène ou pour la reproduction des poissons et pour l'éclosion des poissons, tout ça et tout, c'est la Posidonie. C'est différent de l'Atlantique ou quoi que ce soit. C'est des herbiers, c'est des prairies sous-marines qui se développent entre 0 et 25-30 mètres de fond, mais entre 0 et 25 mètres de fond. Et c'est des champs de prairies où il y a les petits poissons, les enlevés en fait, qui s'abritent, qui mangent, qui récupèrent l'oxygène de la Posidonie, qui se cachent. Et c'est toute une chaîne alimentaire. Il y a les petits, les gros. Et ce qui détruit aussi beaucoup, je pense, c'est tous ces travaux d'aménagement du territoire, enfin du littoral, si tu veux, faire d'aménagement, de construction, qui rendent l'eau de plus en plus trouble et le soleil qui passe de moins en moins, je veux dire. Quand il y a tous ces sédiments de remuer, tout ce sable envoyé et tout, l'eau est blanche pendant longtemps et c'est pas un phénomène naturel. Le soleil passe plus, il y a beaucoup moins de photosynthèse. Tout ça, je veux dire, c'est un tout, il y a un tout. À des endroits elle grandit moins vite, à des endroits elle grandit plus, à des endroits elle est encore belle. C'est un tout. Il faut vraiment voir tous les aspects. Et sur le littoral ici, c'est ça, c'est l'urbanisation. Et la fréquentation, bien sûr, qui fait beaucoup. C'est un endroit très touristique et pas trop de développement sur la mer. Effectivement, ces 20 dernières années, on a assisté à une explosion de la plaisance et surtout de la très grande plaisance, mais c'est vrai de toutes les embarcations. Et cette plaisance-là, elle va là où les navires marchands n'allaient pas autrefois, c'est-à-dire qu'ils viennent mouiller près des côtes, dans les lieux les plus beaux et les plus prestigieux. Mais ça avait une conséquence, c'est que ça dégrade l'herbier de Posidonie, qui est une espèce emblématique et importante de la Méditerranée, avec des zones de destruction importantes. Or, cet herbier de Posidonie était protégé par le Code de l'environnement. Le problème, c'est que constater une infraction, c'était impossible. Et c'est pour ça qu'on a réfléchi en se disant comment on peut lutter efficacement. Et en fait, la solution, elle est venue de la manière suivante. Le préfet maritime ayant en charge aussi la police de la navigation, le mouillage étant un des aspects de la navigation, on s'est dit que la solution, c'était sans doute de créer des zones de mouillage autorisées et des zones interdites, parce qu'en fait, on allait endommager une espèce protégée et importante pour nos écosystèmes. Les menaces sur ce territoire, sur la Posidonie, les gros bateaux avec les gros ancres, si tu veux, qui ont détruit beaucoup la Posidonie. Aujourd'hui, il y a une application justement pour essayer de faire appliquer une loi, de les faire mouiller en dehors des zones de Posidonie, parce que l'encre détruit, mais c'est surtout la chaîne qui détruit. Il faut comprendre que des bateaux de 50 mètres, quand il y a de l'air, ils se fixent sur l'encre, la chaîne se tend, et quand le vent change, le bateau il change, et la chaîne en fait scalpe tout ce qu'il y a au fond. C'est une charrue en fait. Donc nous sommes au sémaphore de Saint-Jean-Cap-Ferrat, donc marine nationale. Nous dépendons de la Phosite Méditerranée, basée à Toulon. Donc il y a 19 sémaphores sur la façade Méditerranée, 7 en Corse, 12 sur le continent. Notre mission principale au sémaphore de Ferrat, c'est la défense maritime du territoire. Deuxième mission que nous avons également, c'est les missions AEM, Action de l'État en mer. Le CROSS, donc Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage, qui va effectivement coordonner les missions de sauvetage sur nos zones. On va être un peu les yeux et les oreilles du CROSS pour ces missions-là. D'autres missions qui sont également la surveillance des mouillages, la surveillance des zones protégées, donc qui sont effectivement une autre partie de notre travail. Notre zone est comprise entre la frontière italienne et l'aéroport de Nice. Au sein des arrêtés proprement dit sur le mouillage et sur l'interdiction de mouiller pour les navires de plus de 20 mètres, on a aussi des zones protégées. Il y en a une sur Beaulieu, où là, effectivement, s'il y a une infraction que l'on voit, c'est-à-dire soit un dragage de pêcher dans cette zone-là ou mouiller, ça sera la même chose, ça sera signalé par compte rendu d'infraction à cet arrêté
OCOM à Toulon. L'atout du préfet maritime, non seulement il a ce pouvoir réglementaire en mer, réglementer la navigation, protéger l'environnement, mais il a aussi à sa disposition un pouvoir important. Il a le pouvoir de coordination de l'activité de toutes les administrations qui interviennent en mer. Et donc le préfet maritime a demandé à la Marine nationale, aux affaires maritimes, aux douanes, à la gendarmerie de faire respecter ces arrêtés. Et comment effectivement ça va se passer de manière pratique? D'abord, on a cette très belle chaîne de sémaphores, la chaîne sémaphorique de la Marine nationale, qui vont pouvoir effectivement surveiller de très près les zones de mouillage puisque c'est près de la côte. Ces sémaphores disposent effectivement de moyens de détection et s'ils voient une infraction grave, vont demander à un moyen d'une administration, un moyen nautique, de venir dresser le procès-verbal d'infraction. Pour la surveillance, on a aussi des moyens aériens. Tous les jours, vous avez des vols assurés par la marine et la douane. Actuellement, nous sommes en train de préparer des systèmes de surveillance par satellite. Donc là, on va faire une réunion prochainement sur ce sujet à la préfecture maritime pour avoir des outils du spatial pour assurer cette surveillance. Et puis les drones qui sont en train d'arriver. Donc les sémaphores vont être dotés de drones qui vont leur permettre de voir dans des zones qui étaient un petit peu plus compliquées pour eux. Et puis rêvons un peu, dans quelques années, des drones aériens qui feront tout le littoral et pourront effectivement assurer une surveillance encore plus efficace, qui permettent de favoriser l'application de la réglementation. L'arrêté de mouillage, ça c'est bien déjà pour la Posidonie. Je veux dire, ils doivent mouiller en dehors des herbiers de Posidonie. Je vais te donner un exemple de conflit avant-hier, enfin de conflit, il n'y a même pas eu conflit parce qu'il n'y a pas eu négociation, tu vois. J'avais défilé dans la baie de Roquebrune, un yacht qui arrivait là, un beau yacht, un bateau de 60 mètres. Il a mouillé carrément à une vingtaine de mètres du signal alors que tu vois, il faut s'écarter, tu vois. Quand j'ai vu ça, j'ai été à côté, donc il y avait un marin sur une annexe, sur un tender, tu sais, je lui ai fait signe, j'étais carrément à côté, je lui ai parlé, bon, il m'a à peine calculé, j'ai demandé simplement à parler au capitaine et en fait ils ont regardé en haut, chacun s'est parlé et tout. Jamais personne n'est venu, jamais personne n'a répondu. Donc à la fin tu t'en vas, quoi. Je veux dire, tu vas pas rester planté à côté du bateau, tu sais. Il n'y a même pas de réponse, quoi. Tu peux même pas essayer de dire faites gaffe si vous chassez ou quoi que ce soit. Donc à la fin tu enlèves le matériel, tu reviens le soir, tu enlèves le matériel puis tu pars ailleurs, quoi, je veux dire. Le type, ils sont pas concernés. Nous, si on nous ramène un fait, on va le notifier. On peut nous appeler si jamais ça arrive. Ça peut arriver qu'ils nous appellent pour nous relatant un fait qui s'est passé sur l'eau. Mais effectivement, il se rapprochera du quartier des affaires maritimes pour le signaler, quoi. Sur la saison estivale 2021, de juillet à septembre, il a été constaté environ 670 infractions sur la façade Méditerranée, concentrées à 75% entre le Cap Dramont, sur l'Esterel, et Saint-Jean-Cap-Ferrat. Nous, à notre niveau, on était à 33% d'infractions, donc ce qui représente à peu près 224 comptes rendus d'infractions. J'insiste bien, c'est des comptes rendus d'infractions. C'est-à-dire que nous relevons et nous transmettons à notre autorité, OCOM, ce que nous avons vu sur notre zone. Alors aujourd'hui, grâce à des films, à des reportages et des gens, c'est bien, il y a une prise de conscience, mais il faut mieux expliquer. Faire attention, il y a beaucoup de choses. Et moi j'essaye de faire attention, mais bon, je suis aussi un peu gros prédateur, hein, je veux dire, je pêche, mais la pêche peut se réguler. La pêche, on peut faire des zones, on peut faire, peut-être un jour il n'y aura plus de pêcheurs, peut-être plus personne ne mangera de poisson, mais en attendant, il ne faut plus détruire les habitats. Parce qu'ils sont là depuis très longtemps, et une fois que vous avez détruit, c'est fini. On ne peut plus revenir en arrière. On n'ira pas enlever le béton et attendre quelques millions d'années qu'une forêt meure, qu'il fasse du carbone et que ça reparte en vrai. Ça va prendre du temps. Vaut mieux le protéger, ça ira plus vite. Siamo dentro ai giardini botanici Embury, un'area, un giardino particolare nato nel 1867 grazie all'iniziativa di Thomas Embury, mercante inglese. La ricchezza a sua disposizione gli ha permesso di selezionare questo posto speciale che si trova esattamente tra Ventimiglia e Mentone. Davanti a noi c'è Capomortola, che è una propaggine
di questo lungo costone che dalle Alpi marittime, da 3500 metri, scende verso ad un oceano che si sta aprendo qui davanti, profondo altrettanti 3000 metri, e quindi è una situazione da questo punto di vista unica al mondo. Avec l'Italie, il y a effectivement des zones contiguës qui sont notamment des aires marines protégées. Alors, pour assurer cette protection en commun, on a la chance d'avoir un accord de protection de l'environnement qui s'appelle l'accord Ramoge. Et tous les mois, des représentants de la préfecture maritime, moi-même, le préfet maritime parfois, nous allons à Monaco pour travailler sur la mise en œuvre de ce cadre de protection de l'environnement. L'accord Ramoge, donc ça a 45 ans à présent, donc c'est un vieil accord de préservation du milieu marin. Donc, Ramoge s'était préoccupé de faire des campagnes au sein donc, de la zone entre Saint-Raphaël, Monaco et Gênes. Au départ, c'est la zone les limites de la zone Ramoge, et de faire des campagnes de la colonne d'eau. Et en fait, suite à ces campagnes, ils se sont aperçus que quand même il y avait des problèmes de pollution bactériologique, et c'est en partie grâce à ces campagnes qu'ont été promues la construction des unités de traitement des eaux usées. Et c'est dans ce cadre-là que, notamment avec la garde-côte italienne, mais aussi le ministère de l'Environnement italien, il y a des échanges de bonnes pratiques, de surveillance, pour faire en sorte qu'effectivement qu'on puisse harmoniser le plus possible. Et par exemple, l'Italie est très intéressée par la manière dont on assurait la protection de l'herbier de Posidonie. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est que l'Italie reprenne le même dispositif. L'approche française, on considère que c'est tout l'herbier de Posidonie, et même en dehors des aires marines protégées, qui doit être, la protection doit être assurée. Donc on essaye aussi d'avoir cette protection globale des espèces. 2014, donc il y a la CDB, la Convention sur la biodiversité, qui avait défini dans le nord-ouest de la Méditerranée une zone d'intérêt écologique ou biologique, avec une zone à écosystème pélagique et un écosystème benthique. Et du coup, la zone Ramoge est vraiment au cœur de cette zone. Per quanto riguarda il sito di Natura 2000 marino, perché già di per sé è suddiviso in due sottounità, una più prossima a Ventimiglia, una che da Capomortola si protende sino ai Balzi Rossi e oltre confine, ed è continua con un sito di Natura 2000 francese che viene anch'esso in qualche maniera tutelato. Non mi risulta che sia esattamente tutelato come il nostro, perché non mi pare che ci sia un piano di gestione, ma so che la prefettura e la gestione del litorale da parte francese porta ad alcune limitazioni che spero subentreranno anche qui. L'utilizzazione dell'applicazione idonea che avete ad esempio voi in Francia è un'idea, un suggerimento che potrebbe essere estremamente utile per l'Italia. Io ragiono anche come rete di aree di tutela marina ligure, quindi questo potrebbe essere un qualcosa di estremamente utile non solo in una situazione di relazione di due nazioni diverse come in questo caso, ma applicato a larga scala. Assurer une protection de part et d'autre de cet espace, qui est une fluidité dans le système de protection, pour nous est le meilleur système à mettre en place, et c'est ce qu'on fait dans le cadre de l'accord Ramoge, qui est le meilleur cadre pour le faire. Quello che trovo, e non voglio fare una critica, è che spesso i gestori degli enti locali, parlo di regione, di provincia e anche comunali, o i gestori di un'area protetta come noi, spesso non vanno a vedere che cosa avviene nel giardino del vicino di casa, e quindi tante soluzioni, tante idee che sono spesso magari semplici, non si conoscono pur essendo utilizzate vicino. Basterebbe guardarsi, confrontarsi, capire bene quali sono le regole da un lato, le regole dall'altro, le soluzioni da un lato, le soluzioni dall'altro, creare un tavolo di ragionamento, di discussione e rendere tutto sicuramente più efficace, perché si disorienta meno l'utilizzatore del mare o della terra, perché sa che in linea di massima le regole sono valide più o meno allo stesso modo da una parte o dall'altra.
Alors effectivement, dans les Alpes-Maritimes, il y a un autre dispositif qui est mis en place, qui sont les cantonnements de pêche. Mais attention, effectivement, les cantonnements de pêche, c'est vraiment un outil qui est prévu pour la protection de la ressource au profit des pêcheurs. Ce n'est pas véritablement une aire marine protégée et c'est pour ça que le préfet maritime est attaché à ce qu'on utilise les bons outils pour assurer la protection de l'environnement. Et c'est ainsi qu'effectivement, il y a un travail qui est fait pour que les cantonnements de pêche voient leurs assises beaucoup plus solides en devenant de véritables aires marines protégées dans des statuts qui sont reconnus au titre de la protection de l'environnement et pas un statut précaire qui est celui du cantonnement de pêche qui est prévu effectivement une période temporaire de protection, mais nous sommes attachés à ce que ça devienne une vraie aire marine protégée. Les réserves, il n'y en a pas beaucoup. Dans le département des Alpes-Maritimes, ce sont des concessions, c'est-à-dire des zones qui sont gérées par les pêcheurs professionnels et par les autorités territoriales et où toute forme de pêche est interdite. Les historiques, c'est au niveau de Cap-Martin, le golfe bleu, juste près de Monaco, une à Beaulieu, qui a changé de place, une golfe Juan, une à Cagnes-sur-Mer, et puis c'est tout. Et maintenant, il y en a deux qui ont été créées il y a 2 ans, hein. Une juste à côté de Monaco, au Cap d'Aille, et l'autre c'est Antibes. Alors ce sont des concessions, c'est-à-dire des zones où on met parfois des récifs artificiels, ou c'est des cantonnements où il n'y a pas de récifs artificiels. Toute forme de pêche est interdite. Le problème, c'est la surveillance. Quand on crée une réserve, le nombre de poissons augmente. Et ça crée des convoitises. C'est comme un coffre-fort. Il y a des gros poissons qui se laissent approcher et qu'on tue facilement, et par les chasseurs et par la pêche. Et donc, si la surveillance n'est pas spécifique, c'est-à-dire s'il n'y a pas des agents destinés à surveiller la réserve, ce n'est surveillé que par les gendarmeries maritimes, les affaires maritimes avant, etc. Donc, ils viennent quand ils peuvent. Ce n'est pas uniquement leur boulot, ça. Hein. Et donc ce qu'il faut, c'est toujours avoir peut-être, pour les Alpes-Maritimes au moins, des gardes-pêche qui peuvent surveiller toutes les réserves de façon épisodique. Et ça, ce serait formidable. S'il faut faire des réserves, elles doivent se faire malheureusement où il y a la posidonie. Malheureusement pour les pêcheurs, là en Cap d'Aille, ils en font une très grosse. Pour nous, ça enlève un gros territoire, mais c'est vraiment un endroit très riche en poissons. En posidonie, c'est encore un gros qui reste. Il vaut mieux préserver là que préserver où il n'y a rien. Tout le monde peut mettre un tampon sur un papier, ça ne sert à rien. Voilà. Mais la vie se fait vraiment là. Il n'y a qu'à mettre un masque et vous verrez dans les petits fonds. Entre 0 et 5 mètres de fond déjà beaucoup, et entre 5 et 25 mètres de fond encore beaucoup. Tous les poissons, une grande partie des poissons grandissent là. Pour moi, le système italien, c'est le meilleur qui existe au niveau de la loi de la description. Pourquoi? Parce que le système italien, c'est celui-ci. Il y a une zone, il y en a 28 comme ça hein, en Italie, il y a une zone où toute forme de pêche est interdite. Bon. Autour, il y a une zone beaucoup plus large où que les pêcheurs professionnels ont le droit de pêcher. C'est-à-dire qu'ils perdent une zone au cœur où ils n'ont pas le droit de pêcher. Par contre, ils prennent le fruit de la protection. Hein, c'est-à-dire les poissons qui sont en surnombre dans la réserve sortent et eux, ils peuvent les prendre en priorité. Et ensuite, il y a une troisième zone, encore plus large autour, où que les pêcheurs à la ligne ont le droit de pêcher, pas les chasseurs, qui seront très nocifs pour les poissons entre 0 et 20 mètres. Et ce système-là de 3 zones de contraintes différentes est extrêmement bien fait. Et moi, je préconise cela à condition que ça soit bien surveillé, ce qui est le cas dans pas toutes les réserves en Italie. Il y en a certaines où c'est très bien fait, comme en Sardaigne, Capo Rizzuto, il y a même des caméras qui filment toute la réserve. Il y a certains endroits où c'est... Mais moins pas partout, c'est dommage. Voilà. Et puis il y a une autre aire marine très importante en commun qui s'appelle Pelagos, pour lequel nous faisons des opérations en commun, des conseils de gestion en commun, puisque le dauphin, lui, il ne connaît pas de limites, il ne connaît pas de frontières, et on assure une gestion commune de cet espace. Le sanctuaire Pelagos dans lequel on évolue là, c'est une création qui date de 1998, qui a été ratifiée par les 3 États concernés, la France, l'Italie et Monaco, en 2002. Et c'est pas une réserve naturelle, c'est trop vaste, c'est ce que j'expliquais ce matin aux personnes à bord. C'est une zone d'études et de recherche pour les scientifiques sur à peu près 12 espèces de cétacés qu'on a en Méditerranée de manière fréquente. Il y en a 7 qui vivent dans le tout petit bout de Méditerranée qu'est le sanctuaire Pelagos. Même s'il fait 87 500 km², au final, à l'échelle de la Méditerranée, c'est tout petit et à l'échelle de la planète, c'est minuscule.
C'est aussi une zone dans laquelle on va tester des moyens de protection des cétacés. On a parlé du logiciel REPSET tout à l'heure. C'est tout simplement un logiciel qui est installé à bord des navires qui sont volontaires. Le problème c'est ça, c'est que ce n'est pas une obligation pour les navires, quel que soit le pavillon. Pour les navires de commerce sous pavillon français, c'est une obligation maintenant, depuis quelques années. Ça c'est un progrès aussi. Un autre aspect limitant de ça, c'est que ça ne fonctionne forcément que de jour, puisque de nuit, les cétacés, on ne les voit pas bien. Certains ferries sont équipés pour détecter les cétacés, la technique REPSET. Ça n'est efficace que si, une fois qu'on a détecté la présence des cétacés, on détourne sa route. Il faut que ça, ce soit effectif. Je ne suis pas sûre que ce soit toujours effectif en tout cas. Effectivement, dans une étude commissionnée par Ramoge sur la navigation des croisières et de la grande plaisance, on peut constater que l'analyse des données AIS permet de montrer que ces traversées n'ont donné lieu à aucun changement de trajectoire ni aucune réduction de vitesse. Après, par contre, c'est à l'équipage de faire réellement son job, c'est-à-dire surveiller les parages, parce qu'en surveillant les parages pour repérer les grands cétacés, tu surveilles aussi ce qui se passe avec les autres bateaux et ça évitera aussi les collisions comme on a pu en voir pendant le Covid où il y a un cargo de plus de 100 mètres qui est venu percuter un autre bateau de plus de 100 mètres qui était au mouillage. Il ne devait pas y avoir beaucoup de surveillance en passerelle à ce moment-là sur ce bateau-là, donc ça pose aussi souci pour les cétacés. C'est aussi une zone dans laquelle les trois États, la France, l'Italie et Monaco, essayent d'harmoniser leur législation pour protéger les cétacés et leur habitat, puisque tu ne peux pas aller protéger l'un sans protéger l'autre. Aujourd'hui, nos principales préoccupations sont donc la préservation de la biodiversité et ce qui fait un peu notre spécificité, c'est nos campagnes d'exploration dans les zones profondes. Ce qui m'a vraiment le plus choqué, on peut dire, c'est au large de Monaco, dans un canyon à 2000 mètres de profondeur. Il y avait une étendue de pots de yaourt, de trucs en plastique et en plus intacts. Et on voyait des pots de yaourt Chambourcy, donc ça remonte à 10-15 ans, Chambourcy, et ils étaient intacts au fond de l'eau. Forcément, si tu veux protéger les cétacés, il faut protéger le milieu dans lequel ils vivent. Tu ne peux pas balancer des milliers de tonnes de plastique dans l'océan et dire « ah mais je protège les cétacés », ça ne peut pas marcher. Ou faire des détonations sous-marines pour la recherche pétrolière, la prospection pétrolière, en disant c'est au même endroit mais c'est l'endroit où je protège les cétacés. Ça ne peut pas marcher. Donc c'est à ça que sert essentiellement le sanctuaire Pélagos. Par rapport aux cétacés, donc, il y a plusieurs actions possibles, ne serait-ce que réglementer la vitesse, enfin réduire la vitesse à 10 nœuds par exemple dans les zones de forte concentration. Limiter la vitesse des bateaux, la réduire de 10% par exemple, c'est pas grand-chose, ou même 20%, passer de 25 à 20 nœuds, tu baisses la consommation de carburant qui est quand même pour les grands navires assez polluant, hein. Tu baisses ta consommation de plus de 30%. Donc déjà, c'est un premier bénéfice au niveau atmosphérique. Et après, au niveau collision, c'est évident que ça va baisser probablement dans les mêmes proportions. Ça n'a pas encore été étudié à ma connaissance. Il faut savoir que les collisions, c'est la première cause de mort non naturelle en Méditerranée pour les grands cétacés. Et au final, sur une traversée Corse-continent, ça va être une demi-heure de décalage. C'est pas grand-chose. C'est sûr que si tu doubles le temps de trajet, ça commence à devenir contraignant. Si tu passes de 3h30 à 4h, dans les deux cas, la demi-journée elle est cuite. Donc tu en profites, tu regardes un peu plus la mer, tu vois un peu mieux passer les baleines, un peu mieux passer les cachalots, les dauphins. Et tu profites de ce moment-là, c'est encore un petit moment de vacances. Tu t'émerveilles de la Méditerranée qui est autour de toi. Et voilà, c'est une demi-heure de plus passée à observer, à regarder et à admirer. Traditionnellement, ce qu'on a fait, ce qu'on fait encore, pour lutter contre l'érosion côtière, c'est qu'on dépose des rochers, alors pas de n'importe quelle manière, par exemple en mer, au large. Ici, par exemple, ça c'est ce qu'on appelle un brise-lames. L'objectif c'est de casser la houle, casser la force de la houle, pour permettre une stabilité des plages ici. Ça marche assez bien. Par contre, il y a plusieurs contraintes ou plusieurs inconvénients. C'est qu'en fait, on crée ce qu'on appelle des plages alvéolaires,
dans lesquelles il n'y a pas de circulation, il n'y a pas de courant. Donc, quand vous avez ici une pollution, de plastique, le silo est un petit peu pollué par les baigneurs, et bien en fait, vous avez l'eau qui reste là plusieurs semaines. Et se baigner ici, vous profitez des bactéries de l'ensemble des touristes. Au niveau de la pollution marine, on peut voir des plages comme celle-là où la mer est beaucoup plus en mouvement. Mais par exemple, à Menton, on a la plage des Sablettes où c'est une plage très renfermée et tout s'accumule et tout reste sur place. Et donc on voit l'eau, on ne voit pas à travers ni rien. On retrouve des choses dans l'eau, des fois on peut même se blesser avec des choses qui sont enfouies dans le sable et qu'on ne voit pas. C'est un peu en plus la plage où tous les jeunes vont parce qu'il y a du sable et tout, mais au niveau de la mer c'est très renfermé, donc ça aurait dû être aménagé peut-être d'une autre manière pour faire en sorte que ce soit plus propre et tout ça. Si je dois choisir pour me baigner, pour être honnête, quand on va avec mes amis on va forcément Sablettes parce que c'est là où tout le monde se retrouve. Mais si on parle au niveau de l'eau et tout, c'est beaucoup mieux d'aller à une plage ici qui est plus mouvementée. Même si les cailloux, c'est pas la meilleure chose pour marcher, au niveau de la propreté, c'est beaucoup mieux. Je pense que forcément, pour les touristes, c'est une belle plage. Quand on va de l'extérieur, quand on y arrive, c'est aménagé pour que ce soit beau, il y a les restaurants et tout. Et une fois qu'on arrive et qu'on est face à la mer, ça donne plus trop envie de se baigner. Et je connais des gens, dont moi-même, qui, il y a 2 ans, j'ai eu des infections à la peau à cause de la mer. Et du coup, je ne retournais plus à cette plage-là. Donc en fait, vous avez aussi des problèmes de qualité de l'eau liés à la présence de ces ouvrages, qui marchent bien tant que le niveau de la mer ne monte pas trop vite. Quand la mer aura monté plus, eh bien en fait, ces ouvrages seront moins efficaces. Sauf si on les élève. Mais après, on les élève, on les élève, on les élève. Il y a un moment où on ne pourra plus les élever. Donc c'est cette raison pour laquelle il faut envisager peut-être d'autres pratiques de protection du littoral. Au niveau même des baies qui sont devenues des baies de luxe comme la baie des Fourmis, étaient autrefois occupées par des pêcheurs, qui vivaient non seulement de la pêche, mais d'un peu de culture, de quelques troupeaux de moutons ou de chèvres qui crapahutaient là dans nos collines et vivaient d'une manière très tranquille jusqu'à l'arrivée du tourisme de luxe. Donc ont été plus ou moins spoliés d'ailleurs de leurs biens pour certains. Ça, il ne faut pas oublier de le dire non plus. Justement à cause de ce tourisme aristocratique de luxe, Napoléon III et la reine Victoria. Cette aristocratie a été remplacée par la bourgeoisie quelques années plus tard, un petit peu après la guerre. La modification de ce tourisme est arrivée avec les années 1936, les vacances et la création des campings, etc., et le tourisme de masse. Mais l'arrivée du tourisme de masse a évidemment créé des conflits d'usage sur les plages. Et pour résoudre ces conflits d'usage, on a créé des plages privées. La création des plages privées a nécessité la mise en place d'une réglementation. C'est l'État qui gère le domaine public maritime. Il accorde à une collectivité, agglomération ou une commune, une concession sur cette plage. Et c'est la commune ou la collectivité, l'agglomération, qui va accorder à des gestionnaires une sous-concession. Le gestionnaire ayant des comptes à rendre chaque année à la collectivité qui lui a loué. Évidemment, il faut que la loi soit appliquée et dans notre territoire, la loi n'est pas forcément bien appliquée. On a des petits arrangements entre amis qui font que certains intérêts nécessitent le maintien d'établissements qui sont en dehors des règles. Où nous sommes là, vous voyez derrière moi, là, appelons ça une paillote, c'est carrément un montage en dur, en béton. Il y a, légalement parlant, ce qu'on appelle le sentier des douaniers, le sentier du littoral, auquel on ne peut plus accéder en passant derrière la bâtisse, parce que c'est fermé par une porte, et le sentier du littoral finit de l'autre côté, en passant derrière des bâtiments,
donc fermée complètement des deux côtés. Un peu plus loin, il y a un lotissement qui s'appelle le domaine des Pissarelles et qui donne sur la plage des Pissarelles. Il y a le sentier des douaniers qui passe tout le long de la falaise. Ils ont créé d'abord une route intérieure, c'est un lotissement, c'est un domaine privé, pas de problème. Mais au niveau de la plage, qui est domaine public maritime, ils se sont, évidemment, il n'y a personne qui vient contrôler, ils se sont appropriés le domaine public maritime. Ils se sont créés des terrasses en béton, d'abord les piscines, la piscine au bord de la mer, hein, c'était indispensable, on est bien d'accord. La piscine, le plongeoir, etc., sur des terrasses bétonnées qui avancent sur la mer. Et puis une autre a carrément récupéré toute une section de plage, a créé une belle villa contre la falaise, sa piscine sur la grande terrasse, et puis qui continue comme ça, avec un escalier qui vient rejoindre la route d'accès. Sauf que la mer mange la plage régulièrement et que son escalier a disparu. Et donc, ayant perdu son escalier, il est allé pleurer à la mairie. La mairie a accordé un arrangement pour reconstituer l'escalier, n'est-ce pas? C'est un blocos en béton gris qui prolonge tout simplement leur grande terrasse et qui arrive jusqu'à l'escalier. Je suis désolée, mais cette maison est en sursis. La mer arrachera ce blocos comme elle a arraché les précédents équipements. Elle arrachera la piscine, elle arrachera la maison. On n'anticipe pas du tout sur l'évolution du climat et du littoral. Alors qu'ailleurs, on déplace les populations pour les mettre en sécurité, chez nous, on bétonne la mer pour essayer de préserver un peu tous ces équipements qui sont hors la loi. Ils sont en train maintenant, pratiquement tous, ces constructions donc, en béton, parce que ça c'est énorme, d'essayer de sauver leur maison suite au changement climatique, à l'érosion littorale et à la submersion marine pour certains endroits. En fait, c'est le monde renversé. Ce qu'on a massacré il y a quelques années, on essaye de le récupérer comme ça, tout en étant en plus toujours hors la loi, par rapport à la loi littorale. Même la justice se retranche un petit peu derrière le grand tourisme, l'économie mondiale. Sort toujours le truc de dire bon ben voilà on va faire ça, bon, on va créer un gros port, ça va ramener des... Mais bon après derrière, créer des emplois c'est bien beau, mais détruire des choses qu'on ne pourra plus revenir en arrière et qu'en fait ça rapporte beaucoup plus si tu veux. Quand on te fabrique de l'oxygène, je vais te dire, tout le monde dit merci tous les jours, on s'en rend plus compte, mais bon, tout le monde respire quand même, hein, je veux dire même les poissons, tout le monde respire. Au bout d'un moment, on peut te créer le nombre d'emplois. C'est toujours ce truc, je comprends, mais moi je suis plus là-dedans. Enfin, je veux dire, je crois qu'il y a plein de gens, il faut qu'ils sortent de là et qu'ils comprennent qu'un emploi, c'est un emploi. Mais derrière, voilà, c'est tout. Quand on te sort un vaccin, voilà, risque-bénéfice, c'est pareil. En mer aujourd'hui, il y a toujours ce truc, tu sais, on te crée de l'emploi, d'accord, mais bon. On te crée de l'emploi, mais faire quoi? Faire quelques emplois sur 50 ans, et puis dans 50 ans, dans 60 ans, on fait quoi? C'est vrai, le risque est bien plus important que quelques emplois. Voilà. On pourra faire autre chose, je pense. Voilà. Dans ce genre d'environnement, l'idéal serait de retrouver une largeur de plage suffisante. Et donc, cette largeur de plage, on n'a que deux solutions. Soit on gagne en mer, avec des dépôts de sédiments, avec beaucoup de contraintes, et ce n'est qu'une solution à court terme, sur quelques décennies. Soit en fait, il faut élargir ici, avec évidemment des conséquences spatiales, économiques, sociales importantes, puisque vous avez des activités dans cette zone-là. Ce sont nos deux seules alternatives. Vous pouvez implanter tous les ouvrages que vous voulez ici. La mer va continuer de monter. Et ça, pour l'instant, on n'est pas encore en mesure de jouer sur cette montée-là. Donc il faut bien avoir conscience que tout ce que vous mettez sous l'eau, en fait, auront des effets qui seront assez limités dans le temps. Les prévisions au niveau de la mer, bien sûr, elles sont affinées, mais souvent ça tourne autour de 1 mètre pour la fin du siècle, mais la montée ne va pas s'arrêter là. La mer continuera de monter,
et on peut s'attendre justement à des élévations supplémentaires, même si c'est pour du long terme. Quand même, il me semble que gérer un environnement à long terme, c'est plus rentable, efficace, qu'avoir une vision qui s'arrête à 5 ans, 10 ans. Mais je pense qu'il vaut mieux anticiper, plutôt que de se retrouver en 2100 avec des rivages qui auront complètement disparu et régulièrement des intrusions d'eau salée et de sable. Quand ça rentre dans votre maison, l'assainissement, le réseau électrique, vous perdez tout, hein. On est aujourd'hui en capacité de les anticiper, de les prévoir, de les voir pratiquement. Donc il ne faut pas se fermer les yeux, il faut avancer et être courageux. Sur la Côte d'Azur, il y a certains ports qui n'arrivent plus à obtenir des assurances, parce que les compagnies d'assurance ne veulent plus. Ça risque d'être des éléments quand même qui vont précipiter les choses. Et à un moment, si les compagnies d'assurance ne veulent plus vous assurer, je pense que le foncier va évoluer rapidement. Moi, c'est pas trop ma spécialité, mais bon, c'est des points qu'il faut anticiper. Après, sinon, les choses vont se faire de manière brutale et c'est les citoyens qui vont, au final, les ressentir. Alors aujourd'hui, on est sur la plage de Cabé, à Roquebrune-Cap-Martin, avec les élèves du lycée Pierre et Marie Curie de Menton. Et ce sont des élèves volontaires qui font partie du club des éco-délégués. Donc il y en a 1 ou 2, voire 3 par classe. Et ce sont tous des élèves qui sont volontaires pour mener durant l'année, en plus de leurs cours, donc c'est pour ça que je dis qu'ils sont vraiment volontaires, pour mener des actions sur le thème en fait, du développement durable et en particulier sur la protection de l'environnement. Et là, on est sur la plage donc, de Roquebrune-Cap-Martin parce que les élèves avaient envie de travailler sur la protection du littoral. Et donc on participe cette année au projet Plastique à la loupe avec la Fondation Tara. Et aujourd'hui, c'était notre sortie de terrain, donc on a trouvé des macro-déchets ou des micro-déchets. Donc ils ont creusé uniquement un maximum 1 cm sous le sable. Et voilà, ils trouvent beaucoup de mégots, des déchets plastiques, enfin de la vaisselle jetable, des bouchons, bref, tout ce qui sert à faire des pique-niques, hein, des sachets de carambars. Ce matin, on est arrivé à la plage et on a vu, notre professeur nous a expliqué ce qu'était la laisse des poséidonies. On nous a expliqué qu'ils enlevaient ça des plages alors qu'il faudrait peut-être le laisser. Justement, enlever ça des plages pour les rendre plus belles et pour que ce soit forcément plus attractif, alors qu'il faudrait laisser tout ce qui est comme ça sur les plages. Avant, ma professeure m'explique ce que c'est. Je pensais vraiment que c'était des déchets, enfin pas vraiment des déchets, mais tout ce que la mer ramenait et qu'il fallait l'enlever, alors que je viens d'apprendre que non et que ça devrait rester ici. L'objectif pour les élèves, c'est en fait tout simplement qu'ils comprennent petit peu qu'il est nécessaire de protéger leur environnement et de les rendre acteurs. Parce que là, c'est eux qui participent au projet, mais au moins ils deviennent acteurs et ils se rendent compte de l'intérêt de protéger leur environnement, notamment là où ils s'amusent, une zone de loisirs, la plage. La prochaine fois que j'irai à la plage, j'expliquerai à mes amis ce que c'est. Voilà. C'est aussi une raison pour être éco-délégué parce qu'on en apprend à chaque fois qu'on fait des activités. Des choses que moi je ne savais pas il y a 1 heure de ça, maintenant je suis au courant et j'agirai d'une autre manière les prochaines fois que je viendrai à la plage. Et l'idée, c'est que par la suite, ils en parlent autour d'eux, à d'autres jeunes, à leurs parents, à leur famille. Et je pense qu'aujourd'hui, ça les a bien motivés. Ça a été une bonne prise de conscience, en fait, de l'importance de ces déchets. Les gens ont cette idée-là que comme c'est la mer Méditerranée, c'est toujours beau, toujours propre et tout. Après, ils ne voient pas l'envers du décor. Par exemple, en hiver, ils ne voient pas quand il y a des grosses tempêtes. Après, on se retrouve avec tous les déchets en plein milieu des plages. On retrouve des tonneaux, des pneus et les déchets qu'on se dit mais à quel moment les personnes pensent à jeter ça dans la mer? Et ça nous fait prendre conscience. Mais en été, c'est sûr que c'est moins visible. Et ça, le problème, c'est que le moment dans l'année où il y a le plus de personnes et que ça pourrait impacter les mentalités, on se tâte à tout nettoyer et à rendre tout caché en fait. Nous, en fait, on court à chaque fois derrière les choses, alors que, par exemple, la mairie ou des grandes organisations, eux, ils peuvent vraiment faire des changements pour que, au lieu de ramasser les déchets, ils n'auraient plus de déchets. À Marseille, par exemple, il y a des plages sans cigarettes, tu n'as pas le droit de fumer sur la plage. Alors qu'ici, on ramasse les mégots sur la plage
Donc on pourrait dire à la ville, mais donc c'est à la ville de dire on n'a plus le droit de fumer. Parce que nous on peut courir après les fumeurs, mais ça ne va pas changer. C'est prévu que notre professeur, après cette sortie, envoie un message au maire de Roquebrune pour lui indiquer qu'on a fait le travail qu'ils ne font pas et qu'il faut changer ça et que c'est le message qu'on essaie de passer. Et c'est une bonne chose qu'on informe aussi le maire des villes sur ce qu'on fait et pas que ce soit seulement une chose qu'on fait nous et qu'on ne prévienne pas les autres. La mairie de Menton, je crois qu'ils ne font pas trop de choses à destination des jeunes. Enfin, je vois pas trop, quoi. Après, si c'est pour les accueillir à la mairie et les mettre dans une commission et que ça ne débouche sur rien de concret, c'est pas trop la peine en fait. Hein. Je préfère qu'ils fassent quelque chose de concret et qu'ils en ressortent motivés plutôt qu'ils soient déçus de la lenteur administrative et politique. Parce que là, du coup, justement, ils seront plus motivés. Hein. Pour ceux qui ne sont pas éco-délégués et qui peut-être voudraient l'être, mais ne savent pas trop dans quoi ils s'engagent, sachez que c'est un très beau projet à mener et que on en apprend tous les jours et que c'est mieux que de rester les bras croisés à rien faire.